Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité. C'est 100% Alsace, 100% régional, mais le vendredi, on s'aère aussi un petit peu l'esprit, on quitte la région, puisque un air de vacances nous emmènera dans ces paysages absolument sublimes. C'est tout simplement la Thaïlande ce soir et ces îles, alors pas forcément les îles comme Phuket, d'autres petites îles que nous a préparées Emma. Célia, à voir, à faire. La saison d'Halloween, ça repart tout simplement à Europa Park. On verra cela dans quelques instants et on parlera des bretzels d'or. Voilà, c'est cette petite Alsacienne qu'on aime bien. Et on recevra Jean-Marie Vetter, le président de l'Institut des Arts et Traditions d'Alsace. Avant cela, c'est le JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 27 septembre. Connaissez-vous les tiny houses ? Ce sont certes des maisons, mais pour le moins atypiques, très petites et totalement autonomes. Nous partirons dans le Haut-Rhin. Juste à côté, en Allemagne, aperçu du Theater Eurodistrict Baden-Alsace. Demain, la troupe inaugure ce théâtre franco-allemand et la programmation de cette semaine inaugurale est déjà bien remplie. Et pour finir, découvrir une église grâce à un escape game, il fallait oser. À Strasbourg, la paroisse protestante Saint-Guillaume fait découvrir ses intérieurs autrement pendant tout le week-end. Il y a quelques heures, vous l'avez peut-être remarqué, le sol de la place Kléber à Strasbourg a changé. Vous marcherez dorénavant sur une fresque. Elle représente les visages de grandes figures européennes. De Jacques Brel à Maria Callas, il n'y a qu'un pas. Plus d'informations avec Camille Roland. Sur le sol de la place Kléber, les visages de figures de l'Europe ont été dévoilés aujourd'hui. Salvador Dali, Stephen Hawking, Bono ou encore Albert Einstein représentent chacun un des 28 pays de l'Union européenne. Cette fresque célèbre le 70e anniversaire de la création du Conseil de l'Europe et ce sont deux artistes strasbourgeois qui sont à l'origine de l'œuvre. Ils se sont inspirés de l'art optique pour réaliser leurs portraits. C'est du pochoir, donc on travaille en négatif, on pose notre pochoir, on passe la peinture, on retire le pochoir et le résultat, c'est ce qui reste après avoir retiré le pochoir. C'est que ça a un double sens. De près, on voit des cercles, de loin, on voit des portraits. Donc il y a toujours cette dualité, ce jeu du près et du loin, de jouer avec, d'être interactif avec l'œuvre. En fait, c'est vraiment ça qui nous intéresse. 2061 cercles de 1 à 5 cm font ainsi une double lecture des œuvres. Peu visibles à l'œil nu, ils se révèlent à travers les smartphones ou simplement en prenant du recul. Conseil de l'Europe, Parlement européen et Cour européenne des droits de l'homme, les institutions européennes sont nombreuses à Strasbourg, qui s'est depuis longtemps engagée pour la construction européenne. Donc l'idée, c'est de donner une dimension européenne à l'espace public. Là, on est sur la place Kléber, c'est la place centrale de Strasbourg, où tout le monde se réunit, il y a des manifestations diverses et variées. Et je crois que c'est bien, non seulement d'avoir les institutions européennes dans un quartier dédié, mais que dans toute la ville, il y ait des manifestations de ce type-là, artistiques, des choses qui rappellent l'Europe et qui montrent que l'Europe de Strasbourg, c'est peut-être pas l'Europe de Bruxelles et celle de Luxembourg. À l'initiative de cette fresque, l'association Strasbourg pour l'Europe qui souhaite ici promouvoir une Europe des citoyens. Un message pour les citoyens, par les citoyens. Ce sont deux Strasbourgeois, deux Alsaciens qui ont proposé réaliser cette fresque qui se destine à tout le public, peut-être aussi au président de la République, mais en tout cas à tous les Strasbourgeois, à tous les habitants. Et le message, c'est justement qu'on a certes 500 millions de citoyens, mais surtout 500 millions de potentiels et 500 millions de talents. Symbole politique, puisque cette fresque illustre l'engagement de Strasbourg pour l'Europe, mais aussi symbole historique, puisqu'elle a été réalisée là où le président Winston Churchill, un des pères fondateurs de l'Europe, a prononcé son célèbre discours de 1949, signant ainsi le début de la construction du vieux continent. Et cette fresque est à découvrir jusqu'au 2 octobre.
Dans une toute autre dimension, elle se nomme Tiny House. Entre caravane et chalet, ce sont de petites maisons construites sur un essieu de remorque. Mobiles, elles sont aussi écologiques, mais surtout très compactes. Le concept se développe. Marine Zis a rencontré un jeune Alsacien qui a construit lui-même ce logement pour le moins original. C'est à Soulsbar-les-Bains que Lars Herbillon a choisi de poser sa tiny house. Voilà bientôt 5 mois qu'il vit dedans. 15 mètres carrés au sol, la visite est rapidement faite. Alors là, on a tout un coin canapé avec une grande baie vitrée pour regarder sur l'extérieur. À côté, on a le bureau, qui est un bureau amovible qu'on peut bouger. Et voilà, donc pour gagner de l'espace. On n'a pas vu la mezzanine, alors. Donc il faut être un peu souple. Et on dort ici. Sans oublier la cuisine et la salle de bain. Hormis les toilettes sèches qui devront être bientôt installées, cette petite maison est entièrement autonome. Ici, on a la récupération d'eau de pluie, donc, qui nous permet d'être autonome en eau et en électricité. On a 300 litres pour la réserve d'eau de pluie. On a 4 panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettent, à l'aide d'un système de batterie et d'un convertisseur, d'avoir du courant à 230 volts dans la maison et d'être vraiment complètement autonome, été comme hiver. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc on a un système de filtration pour l'eau. Donc tout le système qui est là avec une série de filtres et un surpresseur, voilà, pour avoir de la tension dans le réseau. Lars Herbillon a imaginé cette tiny house lorsqu'il était encore au lycée. Après avoir réuni 25 000 € et passé la plupart de son temps libre à la construire pendant plus de 2 ans, Lars est désormais propriétaire de cette petite demeure à seulement 21 ans. Mais il ne vit pas seul, il partage l'espace avec sa copine. On habitait tous les deux avant chez nos parents, dans une grande maison. Moi, j'habitais dans une maison, elle faisait 280 mètres carrés. Donc forcément, il faut s'habituer à vivre dans un petit espace, même si au final, tout s'est plutôt bien passé. Alors bien sûr, il peut y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué, mais bon, du coup, il suffit d'aller faire un tour dehors où l'un va en bas, l'autre en haut, et puis c'est réglé, quoi. On n'a pas l'espace non plus pour accumuler trop de choses. Donc vraiment entreprendre une démarche de minimalisme vraiment un peu poussée à l'extrême. On n'a pas plus que ce dont on a réellement besoin et c'est ce qui nous suffit et c'est ce qui nous rend heureux. Vivre dans une tiny house, c'est donc adopter une certaine philosophie de vie et se déplacer régulièrement en fait partie. Lars et sa copine recherchent un propriétaire qui voudrait bien les accueillir sur leur terrain entre Colmar et Strasbourg. En attendant, leur petite demeure sera à découvrir la semaine prochaine sur le parvis du conseil départemental du Haut-Rhin à Colmar. C'est l'activité tendance du moment, les escape games. Le principe du jeu, se creuser les méninges et être à l'écoute de son équipe pour tenter de se sortir de situations désespérées. À Strasbourg, après l'Opéra national du Rhin, le cinéma star, c'est au tour de l'église Saint-Guillaume de 6 mètres. Ce week-end, la paroisse protestante organise l'événement dans le cadre de l'opération Sauvons Guillaume. Le but, lever des fonds pour financer les travaux de restauration du bâtiment. Entre danger d'effondrement et découvertes mystérieuses dans une aventure plus vraie que nature, Romain Hirt et Adrien Laby nous emmènent. Toutes les portes sont ouvertes, d'accord ? On ne va jamais vous enfermer pour de vrai. Mais dans l'immersion du jeu, vous n'avez pas le droit de les passer. Sauver Guillaume, c'est leur credo, résoudre des énigmes, leur mission, sauver l'église de l'effondrement, leur objectif. Par groupe de 5, les participants à cet escape game n'ont que peu de temps pour trouver la solution à un problème pas si fictif, empêcher l'inondation de l'église Saint-Guillaume pour éviter son effondrement et s'en sortir vivant. On est parti de la problématique de l'église Saint-Guillaume qui souffre de problèmes d'infiltration d'eau par le sol et du coup elle risque, si on ne fait rien, de s'effondrer d'ici quelques années. Donc vous avez 1 heure et demie pour découvrir les mystères de l'église et essayer de vous échapper de ce lieu. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les joueurs puissent visiter l'intégralité ou en tout cas une grosse partie du lieu. Donc il faut vraiment analyser. Là, vous êtes en mode analyste, enquêteur et après, par la suite, vous allez devoir réaliser des énigmes avec des animateurs qui seront là pour vous aider et vous suivre. Il faut mettre vers... Il y a 2, 3... Oui, il y en a 2 dans le même sens. Des enquêteurs en herbe qui se prennent très vite au jeu. Ce jeu, justement, c'est une idée audacieuse pour une église,
Pas de quoi impressionner le pasteur Christophe Kocher, connu pour son audace, une façon pour lui d'attirer l'attention du public sur les besoins financiers de sa paroisse. Pour nous, Saint-Guillaume est évidemment un lieu de culte, mais est aussi appelé à être un lieu ouvert sur la cité, un lieu où des personnes, quelle que soit leur religion, leur provenance, leur origine, peuvent tout simplement se rencontrer, échanger, partager, vivre des choses ensemble, faire preuve de générosité pour l'opération Sauvons Guillaume, donc pour la restauration de ce lieu. Ce n'est pas investir dans une communauté chrétienne, protestante, luthérienne particulière de Strasbourg, mais c'est vraiment investir dans la vie, dans un bâtiment historique qui a comme vocation d'être ouvert à toutes et à tous. Là, on a là, c'est lui. Ah oui, là, oui. Et donc, est-ce que ça correspond à ce qu'on... Cet escape game éphémère durera jusqu'à la fin du week-end et permettra de financer en partie les travaux de restauration de l'église, estimés à 3 millions d'euros, dont la moitié est à la charge de la paroisse. Une occasion unique donc de faire une bonne action et de réveiller l'enquêteur qui sommeille en vous. Partons de l'autre côté du Rhin vers un lieu de rencontre qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles. Son nom, Théater Eurodistrict Baden-Alsace. L'ouverture de ses portes est prévue demain. Cette salle de spectacle est située à la frontière franco-allemande, au sein du nouveau Forum européen du Rhin, après le pont Fimelin. À quelques heures de l'ouverture, Fanny Kunz est allée visiter les lieux. Il sillonne les routes régionales franco-allemandes depuis 15 ans, mais demain, le Bâle Novo Theater va ouvrir les portes de son théâtre. Il sera situé dans le nouveau Forum européen du Rhin, après le pont Fimelin côté allemand. La troupe pourra désormais proposer ses créations artistiques bilingues dans sa propre salle de spectacle. On regarde par notre fenêtre, on voit en premier niveau, on voit des arbres en Allemagne, mais derrière, il y a déjà les arbres en France. Il y a le Rhin, qui, nous, on ne le voit pas comme frontière. Et on est vraiment au cœur de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Notre lieu va se transformer en lieu de rencontre. C'est un rêve énorme qui se réalise. Depuis sa création, celui que l'on appellera désormais le Théâter Eurodistrict Baden-Alsace est resté fidèle à son envie de départ, rassembler les deux pays dans un même lieu de divertissement. L'ouverture de leur salle de spectacle permettra d'aller encore plus loin en développant plus de textes français, allemands et alsaciens. J'ai envie de dire que nous faisons du théâtre pour tous, mais c'est une expression qui n'est pas toujours évidente de mettre en pratique. Bien sûr, nous devons être populaires pour appeler les gens des villages alentours, alors nous jouons des comédies. Nous proposons aussi du théâtre jeune public, pour les écoliers par exemple. De nombreuses familles franco-allemandes viennent nous voir le week-end. On peut dire en cela que nous sommes un théâtre qui prône le bilinguisme, mais pas seulement. Les pièces que nous jouons sont allemandes, mais aussi alsaciennes. C'est un programme très vaste. Nous adaptons 5 à 6 pièces durant la saison et donnons 120 à 140 représentations par an. Nous ne resterons pas essentiellement ici, dans notre nouvelle salle au Forum européen du Rhin, mais nous serons en tournée dans toute la région. Entre les bruits de marteau, de scie ou d'aspirateur, les comédiens tentent de répéter leur pièce d'ouverture, la Symphonie du Rhin. Même si le lieu de rencontre européen est actuellement encore en chantier, il sera officiellement inauguré demain soir. Et l'inauguration du nouveau théâtre durera une semaine. Au programme danse, exposition, théâtre, cabaret, mais aussi spectacle avec Léopoldine HH et de nombreuses autres animations. Et on termine ce journal ce soir avec l'image du jour. Elle est signée Mathieu Chanvillard. L'image du jour, c'est cette affiche que vous voyez peut-être pour la dernière fois. En handball, Célestat accueille en effet Strasbourg ce vendredi soir. Mais ces deux adversaires pourraient bien ne plus faire qu'une seule équipe dès la saison prochaine. Une fusion qui pourrait être officialisée dans les prochains mois avec l'ambition de créer un grand club de handball dans la région, destiné à jouer au plus haut niveau, car pour l'instant, les deux clubs ne visent que le milieu de tableau en deuxième division. Et vous avez bien mérité le week-end. Merci beaucoup Cécile Motz. On accueille le plateau du soir. Emmanuel Monod, un petit air de vacances qu'elle va nous conter. Célia Mérimèche avec nous. Et notre invité, je vous en prie, Jean-Marie Vetter, président de l'Institut des Arts et Traditions Populaires d'Alsace, parce que les Bretzels d'or, ce sera ce dimanche. On en parle dans quelques instants, juste après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe.
Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Alsace 20 pour votre météo et je ne suis pas venue toute seule. Oui, le soleil vous accompagnera en cette matinée absolument partout. Alors oui, certes, quelques nuages, mais rien de méchant. Et si vous êtes dans le nord de la Suisse, eh bien, un soleil radieux. Les températures, quant à elles, dans la matinée, elles seront douces. Il fera 12 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin. On retrouve ces 12 degrés à Pratteln et Fribourg. 13 degrés, ce sera pour Colmar, ainsi que du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Et 14 degrés, ce sera la maximale du côté de Mulhouse. Votre après-midi, eh bien, on continue sur la même lancée du soleil avec des passages nuageux et les températures, eh bien, elles dépasseront pas les 20 degrés. Il fera 18 degrés à Mulhouse ainsi qu'à Bâle, 17 degrés ce sera la minimale du côté de Fribourg et 19 degrés partout ailleurs en Alsace ou chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de dimanche, eh bien, du soleil et des nuages et les valeurs iront jusqu'à 23 degrés dans le Bas-Rhin. En ce samedi, nous célébrons les Wenceslas. Le soleil se lèvera à 7h23 pour nous dire bye bye à 19h15. Je vous souhaite un excellent moment à tous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous dire à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et c'est Jean-Marie Vetter, notre invité. On est ravis de vous accueillir. Vous présidez l'Institut des Arts et Traditions d'Alsace, qui décerne, Jean-Marie Vetter, chaque année, quelque chose d'important, le petit Bretzel d'or. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, des jeunes générations, c'est quoi les Bretzel d'or ? Les Bretzel d'or ont 45 ans. Le docteur Gilman, à l'époque de Pierre Pflimlin, dit un jour à Germain Müller, pour récompenser les talents alsaciens, d'abord dans le domaine artistique, et puis ça s'est étendu à tous ceux qui, et c'est le critère que nous appliquons, ont une activité qui plonge, au point de vue moral, profondément leurs racines dans le sol alsacien et qui ont une réputation. Or, cette réputation n'a pas besoin d'aller jusqu'à Shanghai, ça ne dérangerait pas qu'elle le fasse. Il suffit qu'ils aient, dans leur discipline, une notoriété reconnue. Alors moi, je sais comment sont décernés les Bretzel d'or, tout simplement parce que j'ai retrouvé cette archive du fondateur du Barabli, Germain Müller. Écoutez. Ça se décide entre nous, on se rencontre à 30, après un repas d'ailleurs, les seuls frais que nous ayons, un repas une fois par an, et après entre la poire et le fromage respectivement, entre le café et les digestifs, on discute, mais ça dure déjà assez longtemps. Et voilà, entre le café et le digestif, est-ce que la tradition est respectée, Jean-Marie Vetter ? Non, elle devient très technique. Vous voyez, nous avons une feuille que chacun d'entre nous remplit avec la candidature individuelle proposée par qui, secteur d'activité, catégorie, etc. Et nous faisons des votes secrets, à bulletin secret, pour choisir nos candidats. Ça vous fait plaisir de revoir Barabli, de revoir Germain Müller ? Voilà. Alors comment on devient éligible au Bretzel d'or ? Parce que vous avez dit tout à l'heure, ça peut être nommé par quelqu'un ou incité par quelqu'un d'autre. Comment ça se passe ? Alors, nous n'acceptons pas les candidatures individuelles. C'est soit des connaissances des gens qui savent que nous cherchons des candidats, soit les membres de notre comité qui proposent sur un dossier que nous discutons en réunion. Voilà. Et alors, les critères, eh bien, je viens de les dire. C'est le mot est galvaudé, valeur alsacienne, mais je crois qu'entre nous, Alsaciens, nous comprenons ce que nous valons, et c'est pour le faire savoir et pour le récompenser. Je vous en donne quand même un ou d'autres des lauréats, des gagnants. Thomas Riguer des Cafés-Rec, Bernard Rodenstein, pasteur de la fondation de l'association Espoir, et Nicolas Riffel de l'équipe d'Alsace 20 qui fait grain de sel. Explication. Eh bien, dans chacun de ces cas, le Bretzel est mérité. Ils répondent tous à ces critères de notoriété, d'action en faveur de l'Alsace et de professionnalisme. Il y a Robert Walter qu'on vient de voir à l'antenne là, évidemment ancien secrétaire de Tommy Ungerer qu'on a reçu. Bien sûr, et puis qui, dans son activité à Karlsruhe, était un véritable ambassadeur de l'Alsace, et qui depuis des années d'ailleurs méritait son prix. L'une des difficultés, c'est quand vous êtes le candidat du président, en général, il a une certaine pudeur, je parle de moi, de faire trop de poids sur ses amis pour qu'ils acceptent son candidat. Alors, en général, c'est mon comité qui me dit, écoute, n'oublie pas tes candidats.
Alors il y a toujours la distinction suprême quand il y a les bretzels d'or, c'est le grand bretzel d'or. Est-ce qu'il y aura le grand bretzel d'or cette année ? Oui et non, pardon. Le grand bretzel, celui qui a sa laudation en fin de parcours, c'est Jean-Paul Burrus. Et Jean-Paul Burrus était l'an dernier le titulaire du grand bretzel, mais son absence, puisqu'il a des affaires à l'étranger, a fait que nous ne lui avons pas remis. Le problème, vous allez lui remettre là à Houssen ce nous dimanche. lui remettons maintenant. On rappelle que c'est les chocolats Châle et Marquise de Sévigné. C'est un grand monsieur, une grande famille en tout cas des chocolats. Une grande famille qui est connue pour ceux de ma génération sous le nom Burrus Bleu, puisque c'était le tabac que nous mélangions à l'Amsterdamer dans nos pipes quand nous étions adolescents. Voilà, ce sont ces images-là qu'on voit et ce monsieur qui viendra récupérer son prix. Il y a Vincent Frelicher qui œuvre beaucoup pour l'économie alsacienne en tant que directeur de l'ADIRA. Oui, alors ici encore, un ambassadeur de l'Alsace, et la structure dont il s'occupe a eu quelques difficultés ces derniers temps, et c'est pour la soutenir que nous avons décidé de lui attribuer ce prix à titre personnel. Voilà, on va quand même... investissement. Exactement. On va rappeler quand même quelques grands bretzels d'or, puisque la liste est plutôt jolie. Tommy Ungerer, évidemment. Dominique Formalt, qui est le président d'Alsace Vin, donc on est évidemment ravis. La famille Schmitter, avec Croisier Europe. Jean-Marie Lehn, le prix Nobel de chimie. Paul Eberlin, le papa de Marc, le fondateur de l'Auberge de Lille. Ou encore Claude Lapointe, le dessinateur. Et le mime Marceau. Et le mime Marceau, j'allais le rajouter à votre liste, puisqu'il est alsacien. Voilà, il faut contribuer, c'est ce que vous dites, de manière remarquable aux arts et traditions alsaciennes. Tout à fait, oui. Il faut que le lauréat lui-même se place dans cette démarche. Et c'est l'un des critères que nous cherchons, avoir la personnalité du candidat dans cette démarche de promotion de ce qui fait notre Alsace. Plusieurs catégories. Nicolas Riffel, notre Nico à nous, il est dans quelle catégorie, Nicolas Riffel ? Tatoué, déconneur faut nous le dire. Hein. Non, en tant qu'homme de parole. Voilà. Voilà, oui. Et c'est vrai qu'il participe exactement, parfaitement au rayonnement de l'Alsace. Une dizaine de nominations cette année ? Alors chaque année, nous essayons de réduire, mais nous avons dans nos archives une quarantaine de prix encore à donner. Et chaque année, la liste s'allonge parce que les gens méritants en Alsace sont nombreux. Il faut faire un petit panachage, un peu de Haut-Rhin, un peu de Bas-Rhin, un peu d'hommes, un peu de femmes. Pas toujours, on ne peut pas toujours. Ça se tiraille un petit peu entre jurys, on se dit non, ce candidat-là, non. Pas. C'est constamment un consensus. Parce que Germain Müller, il n'avait pas de langue de bois, il disait le petit digestif, et là on est tous d'accord. Oui, mais Germain Müller avait une façon d'être qui était la sienne, il enrobait des choses sérieuses d'un aspect un peu amusant. Nous sommes de très bons amis quand nous travaillons ensemble, et nous essayons de le faire avec sérieux, et ce qu'on essaye d'éviter, ce sont les prix de copinage. Voilà, ce qui ne sera pas le cas cette saison encore. Ça va se passer, cette cérémonie des bretzels d'or, ce dimanche. C'est à Houssen, à la salle des fêtes. Cérémonie on est au complet, là, on ne peut plus accueillir de public. Écoutez, c'est difficile. Nous dépendons des salles qu'on nous offre. Et Houssen a eu la gentillesse, grâce à Erich Straumann, d'ailleurs, qui était l'ancien maire de Houssen, de nous donner sa salle. Malheureusement, sa capacité est limitée. Nous avons un peu limité nos invitations et nous avons demandé que les inscriptions se fassent sérieusement. Si évidemment quelqu'un se présente, nous ne le refoulerons pas. Merci beaucoup Jean-Marie Vetter. On va partir en vacances. Maintenant, ça va vous faire du bien. On va tous s'aérer. C'est un air de vacances avec Emmanuel. Et où est-ce qu'elle nous emmène, Emmanuel Monod, ce soir Bonsoir, ce soir je vous emmène en Thaïlande. On va partir en Asie, on s'envole, regardez, on s'en va pour une destination de rêve pour les amateurs de balnéaires et de farniente. Regarde Célia, ça va te plaire, le royaume de Siam, qui offre une multitude de plages familiales ou détendues encore très sauvages. Bien entendu, durant la saison, il y a beaucoup de monde sur le sable, mais rassurez-vous, il est toujours possible de trouver un petit coin de paradis avec des anses de sable blanc, des corps de cartes postales où vous pourrez profiter des îles à l'écart des foules, de quoi, vous l'aurez compris, passer de bonnes vacances au soleil absolument inoubliables. Alors là, il faut retourner, on peut dire, Jean-Marie Vetter, parce que vous avez été à Phuket et vous n'avez pas été fan.
La plage toute seule, sans arrière-pays, c'est lassant au bout du 3e jour. Et bien là, on vous amène dans la capitale. C'est parti pour Bangkok, effectivement. Alors, je vous invite à découvrir cette magnifique capitale assez incroyable avec ses gratte-ciel, ses gigantesques centres commerciaux climatisés ouverts jusque tard dans la nuit. C'est assez incroyable, hein. Autoroute urbaine suspendue au-dessus des immeubles, avec à côté ces temples qui voisinent avec des rouleaux de cuisine de rue. La couleur est annoncée, vous l'aurez compris. Bangkok est une ville plurielle aux 1000 facettes, un mélange de couleurs, d'odeurs. Ça klaxonne, ça pétarde. C'est vraiment très animé. On traverse en dehors des clous. C'est une ville qui n'a pas de limite. Et on s'amuse bien. Alors, j'ai cité Phuket. Oui. J'ai regardé, évidemment, si tu nous y amenais. Tu as choisi de ne pas nous amener à Phuket. Oui, pour quelle raison, d'abord? Volontiers. Pour quelle raison? Parce que, bon, un petit peu d'expérience, 20 ans de tourisme, d'agence de voyage, on prend en compte les commentaires de nos clients. Ouais. Et très clairement, je préfère les paradis sauvages, hein, les îles un peu plus éloignées, plus authentiques. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous emmener ce soir, notamment à Koh Samui et à Khao Lak. Alors, c'est celle-ci, regardez-les bien, ce sont ces îles paradisiaques que vous avez choisies pour nous. Tout à fait, avec en premier arrêt Koh Samui, qui est située dans le golfe de Thaïlande. C'est la 2e plus grande île du pays. Un petit paradis où il fait bon vivre de se retrouver. Elle conjugue bien la détente et l'aventure. Alors, elle se visite facilement en scooter. Profitez-en pour faire un arrêt au Grand Bouddha, visiter des temples, un petit rando en forêt, monter au sommet pour admirer bien sûr les panoramas sur l'île. Profitez aussi pour faire bronzette. Ça, c'était Koh Samui. Koh Samui. Hein. Alors, parce que moi, j'ai également Khao Lak. Khao Lak. Alors, ça fait bar glacé, chocolat, Khao Lak. Ça fait déjà rêver, c'est ça qui est bien dans le secteur du voyage. Moi, je vous emmène à Khao Lak. Pourquoi j'ai choisi Khao Lak? Vous allez vite le comprendre. C'est bien sûr pour les amoureux de la nature et de la plage. Également, destination rêvée. Donc là, on est à 80 km au nord de Phuket, région très préservée qui bénéficie d'un cadre exceptionnel. L'arrière-pays est vallonné, couvert d'une végétation luxuriante, longue plage de sable fin également baignée par la mer d'Andaman et des fonds marins exceptionnels comme partout pratiquement en Thaïlande. Il y a une petite visite à faire à Khao Lak? Il y a une belle visite à faire à Khao Lak. Alors j'avais envie de vous emmener avec moi dans la forêt également pour faire de la rando. Alors la forêt de Khao Lak, Lam Rou, est devenue parc national en 1991. Rien de tel pour vous balader à dos d'éléphant au cœur d'une végétation luxuriante peuplée de petits mammifères surprenants, alors des tapirs malais notamment. Les adeptes de rando, vous pourrez gravir les montagnes de Lam Rou et de Lak, 1070 mètres d'altitude. Depuis cette montagne se déversent de nombreuses cascades et bien évidemment c'est très vert. Et il y a le petit tapir malais qu'on peut voir. C'est ça. Il n'est pas si petit que ça. Hein. C'est le bon tapir malais. Voilà. Allez, le petit plus. Alors, mon petit plus, j'ai envie de vous emmener encore plus loin dans un archipel de paradis. On va à 6000 ans. Regardez, c'est constitué de 9 îlots granitiques couverts de jungle et baignés d'eau turquoise. Alors, c'est un vaste terrain de jeu pour les plongeurs, réputé comme l'un des plus beaux spots au monde. Sous l'eau, plus de 200 espèces, coraux répertoriés avec une grande variété de poissons que vous pourrez admirer très facilement. La magnifique Raimanta noire qui est juste splendide. Qui n'est pas farouche en principe, hein. On peut se rapprocher. Qui n'est pas farouche, qui ne pique pas. Qui est très... Faut pas lui marcher sur la queue, quoi. On peut dire ça. Je testerai pas personnellement, mais on peut se baigner et avoir la chance de rencontrer. Toutes ces balades-là, on peut les faire à scooter? On peut aller d'un endroit à l'autre ou pas? Alors, généralement, quand vous êtes sur les îles, effectivement, alors soit vous louez en local, bien sûr, un scooter. On vous emmène aussi un scooter si vous n'avez pas envie de conduire. Le plus sympa pour visiter les îles, bien évidemment, c'est toujours le petit scoot ou alors le petit transport local. Hein. Le transport local, les tuk-tuk, exactement. Il faut bien s'accrocher quand même. Hein. Un bon petit plan pour finir? Alors, le bon petit plan au départ d'Alsace, hein, vous allez prendre la navette Lufthansa au départ de Strasbourg, hein, ou alors le vol de Bâle-Mulhouse également pour Francfort. Hein. À Francfort, un vol direct Francfort-Bangkok, comptez environ 12 heures de vol. Hein, et donc, il y a 5 heures de décalage. 5 heures les prix des billets, les premiers prix, c'est quoi? On s'y prend tôt pour avoir le tarif le plus intéressant possible. Hein, comptez à peu près 800 € par personne TTC aller-retour. Quand même, parce que c'est loin, quoi. C'est après sur place que c'est pas cher. Exactement. Voilà, c'est juste le billet acheté au départ. Merci pour nous avoir fait voyager. On marque une petite pause. Juste avant, effectivement, toutes les infos, vous les retrouvez sur le voyage.automobile-club.org. Célia, elle est en pleine forme. Elle vous a concocté les meilleures sorties si vous avez envie de bouger en Alsace et également les meilleurs programmes à voir sur notre antenne après ça.
Que faire ce week-end? Que voir? À voir, à faire? By Célia. Et ce week-end, on commence par du théâtre. Et oui, Lionel. C'est d'après le célèbre texte de Gustave Flaubert que Mathias Moritz, metteur en scène strasbourgeois, a mis en scène la pièce Bovary, pièce de province. Mathias Moritz s'est lancé le défi de travailler ce classique de la littérature française pour en explorer les chemins les plus inattendus. Du coup, plutôt que d'appuyer la pièce sur Madame Bovary, tout tournera autour de Charles, son mari. Ah ouais. Et ouais, une mise en scène qui est électrique, qui est crue parfois, originale bien sûr, avec une esthétique tout en couleurs et en matière, comme vous pouvez en voir quelques images. C'est à découvrir dimanche à 20h45 et bien sûr, comme vous le savez, en replay sur le www.alsace20.tv. On regarde un petit extrait, ça vous tente? C'est parti. Quoi? Répétez. Non. Prénom, non. Charles Bovary. Plus haut. Charles Bovary. Vous me le copierez 100 fois. Assis. La France est ma patrie. La France est ma patrie. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Afin de lui prouver mon amour. Afin de lui prouver mon amour. Je veux maintenant être un élève laborieux. Je veux maintenant être un élève laborieux. Et sage. Et sage. Voilà, vous savez ce que vous faites dimanche 20h45 avec la Zapette. Alsace 20, Madame Bovary. Un petit peu de sport, ça il me semble que c'est le lendemain, lundi. Oui, c'est ça. Alors, comme vous le savez, tous les lundis, on a un magazine spécial, Top Sport, pour les sportifs. Et nous retrouvons ce lundi le basketteur Ali Traoré. Ali Traoré, c'est le pivot actuel de la SIG Strasbourg. Il mesure 2,06 m, autant dire que c'est 2 fois moi. Et en cette rentrée, sa 16e saison en tant que professionnel. Il est vainqueur de la Leaders Cup en 2015, 2018, 2019 et sacré meilleur 6e homme de la Ligue en 2019. Un parcours incroyable sur lequel il reviendra lundi dès 19h15 avec bien sûr Mathieu Champvillard et Marine Vis. Enlevez-moi un doute, il n'était pas prévu la semaine dernière déjà? Eh ben exactement, et il nous a un peu... Il a eu une panne de réveil à 19h en direct le soir. Merci Monsieur Traoré, on sera très attentif ce lundi avec Mathieu Champvillard. Et si on préfère à présent bouger un petit peu et sortir? Alors ça y est, le week-end est enfin arrivé, c'est le premier salon du vélo qui se déroule à Strasbourg ce week-end, ce samedi et ce dimanche. Il s'appelle l'Expo du vélo, pour être plus précis, il est fait pour les passionnés de cycle et ils sont très très nombreux dans la capitale alsacienne, vous le savez. Alors il y en aura pour tous les goûts, des marques de vélo, magasins de vélo, accessoires vélo, animations, conférences, même une galerie photo, une piste d'essai pour les plus téméraires et des stands bien sûr de restauration, un bar et de la musique. Je pense que ça peut devenir vraiment un événement incontournable à Strasbourg, quand même capitale française du vélo, on le rappelle. Et ça clôt forcément notre mois du vélo parce qu'on vous a fait gagner tout le mois sur nos réseaux sociaux des tas de choses, dont un vélo. Et oui, et des abonnements Vélop. Donc bravo aux gagnants et rendez-vous tout le week-end au Parc Expo de Strasbourg. On se fait un petit peu peur maintenant à Europa Park? Ah oui, frissons en journée et angoisse en soirée. La nouvelle saison Halloween à Europa Park vient de débuter. À partir de demain et jusqu'au 3 novembre, le parc est transformé. Des milliers de citrouilles, des squelettes, des créatures étranges et des fantômes démoniaques sèment la terreur et poursuivent petits et grands de nombreux temps forts dans les différents quartiers thématiques qui promettent aux visiteurs des expériences terrifiantes. Bref, un parc transformé aux couleurs d'Halloween. Et ce n'est pas tout. Europa Park propose depuis le 25 septembre et jusqu'au 2 novembre ces fameuses soirées Horror Nights. C'est quoi, hein? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, ouais, ça fait peur. C'est juste à côté du parc, sur une surface de 24 000 m². En fait, il y a 5 maisons de l'horreur qui sont placées. Et, avec des figurants? Voilà. Okay. Avec des monstres, des choses terrifiantes. Et pour l'avoir fait 2 fois, je vous assure que c'est vraiment effrayant. Et ça, c'est interdit aux moins de 16 ans, vous voyez? Donc ça marche. Et ça marche, c'est top. Donc tu te balades et il y a des figurants qui sortent avec un couteau, ainsi, un ça. Tu te balades dans les maisons et c'est des maisons à thème. Ça peut être la maison du clown de l'horreur, du vampire et tu as des... Alors ils n'ont pas le droit de te toucher parce que certains se sont pris des coups à l'époque quand on pouvait encore les toucher. C'est un réflexe. Et c'est un réflexe et donc ils peuvent te faire peur et très peur même. Une grande mornif s'ils s'approchent trop vite. Voilà, c'est déconseillé. Merci beaucoup Célia et bon week-end à vous. Merci beaucoup Emma, bon week-end. Continuez à nous faire vivre
vivre ces voyages. Merci beaucoup Jean-Marie Vetter. Merci pour ces explications sur ces bretzels d'or. On rappelle que ça se passera à Houssen, ça sera ce dimanche. On vous a déjà dévoilé évidemment le palmarès sur Alsace 20. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Allez, place à présent au magazine Une semaine dans le Grand Est. Alors ça, c'est intéressant. C'est toutes les télévisions du Grand Est. Il y en a 3, Mirabel, Vosges et Canal 32, qui nous proposent un très bon reportage significatif de leur territoire. On agrège tout cela et c'est ce que vous avez dans un petit instant. Cette émission est multidiffusée toutes les heures et disponible en replay sur notre site demain. Bon week-end à tous. Salut. Edmund Kohl et François Mitterrand main dans la main en pleine guerre froide à l'ossuaire de Douaumont près de Verdun. Qui ne connaît pas cette photographie qui fait aujourd'hui partie de l'histoire ? 35 ans après ce geste de Verdun et 30 ans après la chute du mur, ce sont pas moins de 600 élèves qui ont participé à une journée de rencontres franco-allemandes avec des invités exceptionnels tels que Hubert Védrine, ami et collaborateur de François Mitterrand. Ils veulent garder un peu de souveraineté. Il se rappelle du geste historique. Je crois que c'est un geste spontané. Et deuxièmement, on a trouvé ça magnifique, merveilleux, très touchant. Mais on n'imaginait pas une seconde de retentissement. Et c'est devenu un beau symbole. Mais maintenant, il faut savoir ce que la France et l'Allemagne peuvent faire ensemble d'utile dans le monde chaotique où on est. Guerre froide et construction européenne, deux thèmes connexes qui ont été abordés durant la rencontre, mais aussi la crise d'une Europe en plein Brexit. C'est une marche ensemble. Nous marchons ensemble. Je crois que on traverse une crise sérieuse, mais il faut qu'on en sorte. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais je crois que l'idée européenne est une idée magnifique. Puis on est dans un monde où l'Europe n'est déjà plus grand-chose. Nous ne sommes pas au cœur de la vie internationale. La géopolitique nous échappe. Pour ces lycéens, cette rencontre est l'occasion de compléter leur cours d'histoire, mais aussi de se rendre compte des enjeux de l'entente franco-allemande et européenne. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vécu, donc on le vit quand même à travers tous ces témoignages et tout ce qu'on voit, nous, après en tant qu'élèves, justement, pendant ces journées. 25 ans après son ouverture au public, le Centre mondial de la paix poursuit donc son but, promouvoir la paix, parler de l'avenir et rappeler les horreurs qu'ont engendré les conflits passés. Partez à la poursuite d'une bouteille d'eau minérale de Vittel. Le week-end dernier, le groupe Nestlé Waters, propriétaire des usines de Contrexéville et Vittel, organisait des visites réservées aux salariés, à leurs familles, aux retraités de l'entreprise, à des élus et agriculteurs partenaires qui ont pu découvrir les coulisses de l'embouteillage. C'est une ligne qui travaille toute l'année, 7 jours sur 7, et à une cadence de à peu près 50 000 bouteilles par heure. C'est la cadence qui a vachement augmenté, quoi. C'est sûr, c'est impressionnant, quoi. Moi, ça me fait un petit peu peur, voilà. Parce que moi, c'est la place de l'humain que je situe un petit peu plus difficilement. Cette chaîne de l'usine de Contrexéville est une des plus rapides sur les 12 que comptent les deux usines vosgiennes, d'où sortent 1,5 milliard de bouteilles chaque année, sous les marques Vittel, Contrex et Épar, avec des contrôles par centaines. Le laboratoire interne de l'usine réalise de l'ordre de 300 à 400 contrôles par jour pour l'ensemble de l'usine. Il y a aussi le contenant, des bouteilles 100% recyclables. Et la bouteille, elle est faite dans un matériau qui s'appelle le PET, donc elle est éco-conçue, mais pour qu'elle soit vraiment vertueuse, il faut qu'elle soit dans la bonne poubelle. Les jaunes ou les bleus, suivant les départements. Nestlé Waters, c'est près d'1 millier d'emplois dans les Vosges, un acteur économique qui prône le développement durable. Mais le groupe numéro 1 mondial des eaux en bouteille est au cœur d'une vaste polémique. La nappe phréatique d'où provient l'eau de Vittel est déficitaire. La multinationale suisse de l'agroalimentaire est accusée par les écologistes d'épuiser la ressource et de privatiser l'eau potable. Depuis 2010, on a réduit de 26% nos prélèvements sur l'aquifère des GTI, qui est un des 3 gîtes minéraux qu'on utilise aujourd'hui sur le site, et on espère d'ici l'année prochaine atteindre les 30% de réduction. On a beaucoup de forages sur le site de Vittel Contrex, monitorés en permanence, en quantité et en qualité. Pour Ronan Le Fanic, la solution n'est pas dans l'opposition mais collective. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration par le département et l'État,
Et le directeur nouvellement nommé en juin dans les Vosges sera par ailleurs chargé de mettre en place un plan d'investissement, mais aussi de restructuration qui prévoit 120 départs volontaires sur les 2 sites pour améliorer la productivité. Ce chèque de 500 000 € doit permettre la restauration du moulin de Bar-sur-Seine. Le loto du patrimoine a été lancé par le président de la République et piloté par Stéphane Bern. Ce bâtiment fait partie de la catégorie des sites emblématiques. Il en existe un seul par région. Ce pari réussi revient à la Fondation du patrimoine de l'Aube qui a proposé au jury ce moulin atypique. Le moulin de Bar-sur-Seine, vous vous rendez compte ? C'est pas un château. Moi j'habite l'Aube et ça fait 50 ans que je le vois comme ça. Quelque part, je me suis dit, c'est l'occasion de le présenter. Par contre, ce moulin, c'est le seul en France qui a 4 niveaux en tant que moulin en pan de bois. Donc ça méritait quand même de le placer à la mission Bern. On a réussi, on est satisfait. Voilà. Ce dossier a été choisi parmi 2800 dossiers au niveau national. Il a été élu pour la région Grand Est pour être le dossier représentatif d'éléments structurels à risque aujourd'hui, donc en état de vétusté. Sa restauration devra être réalisée dans les règles de l'art et sous le contrôle des architectes des bâtiments de France. S'il n'existe pas d'estimation précise du montant nécessaire, une souscription est prévue afin de compléter la somme reversée par la Française des Jeux. Ça peut être la possibilité pour le propriétaire du projet d'aller voir des banques en disant maintenant j'ai déjà un préfinancement. C'est aussi le moyen de créer une forme de cagnotte avec un appel au mécénat, un espèce de starter. Il a fait une bonne pioche et tout le monde ne peut que s'en réjouir. Il y a 4 sites qui ont eu 500 000 € cette année. Cette sélection dans le cadre du loto du patrimoine, c'est aussi une bonne pioche en termes de communication pour tout un secteur de l'Aube. Vous savez, c'est comme les plus beaux villages de France. Les gens viennent visiter aujourd'hui des villages qui n'auraient pas été connus s'il n'y avait pas eu ces émissions faites souvent par Stéphane Bern ou d'autres, mais des émissions où on est vu. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un monde de communication, quand on est vu, on attire du tourisme, on fait travailler l'hôtellerie, la restauration, et tout ça, c'est bien pour l'économie locale. La remise de ce chèque constitue une première étape. Aucun calendrier de remise en état et projet d'aménagement ne sont pour l'instant arrêtés. Par exemple, quand j'ai mis la télé, je suis tombée sur une chaîne et tout d'un coup, je me dis tiens, il y a une rubrique qui démarre, le monsieur parle, je dis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une chaîne allemande, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je dis que ah bah non, en fait, ils sont en train de parler alsacien. Des anecdotes comme celle-ci, Hélène en a plein son carnet. Et pourtant, elle ne vient pas de loin, originaire de Lorraine, elle est arrivée en Alsace il y a une quinzaine d'années. Et alors qu'elle se pensait en terrain connu, les chocs culturels s'accumulent. Des instants du quotidien qu'elle a choisi de raconter dans une bande dessinée autobiographique. C'était de montrer comment je me suis adaptée à l'Alsace, puisque comme toute personne qui arrive dans une nouvelle région, elle pense la connaître. Et finalement, non, elle se rend compte que pas du tout. Ce qu'on connaît, c'est les clichés qu'on en a, les idées peut-être un peu reçues. Et quand on commence à bien connaître les gens, on se dit, mais il faut que je fasse comprendre aux autres comment ils sont. Surtout que moi, je suis arrivée plutôt du côté campagne rurale. Donc je me suis dit, les gens ne connaissent pas du tout cette Alsace-là. Je suis en train de mettre au propre une case que j'ai fait très très sommairement sur le brouillon de la case pour placer les éléments. Le dessin, elle est tombée dedans depuis toute petite. Depuis 1996, elle dessine des illustrations et planches de BD dans des fanzines avant de publier ses propres œuvres. Grâce à un financement participatif, elle compte bien réaliser son rêve, publier un album BD. Après des années, elle a fini par trouver son style, toujours avec une note d'humour. C'est venu de personnages caricaturaux japonais qui sont réduits presque à l'apparence de bébés un peu joufflus. C'est le style kawaii qui veut dire mignon en japonais. J'ai trouvé que pour un style humoristique, ça s'y prêtait bien. Elle planche déjà sur son deuxième album, mais avant, elle compte bien faire connaître My Elsa's Life dans des festivals et la commercialiser sur Internet. C'est à La Croix-sur-Meuse que se trouve cette œuvre liturgique de Giulio Donzelli, en plein cœur de la ville, dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Un lieu dans lequel l'artiste a fait la démonstration de ses différents talents.
C'est une église du 19e siècle qui a été abîmée pendant la Première Guerre mondiale et donc Duilio Donzelli est intervenu ici, comme par exemple ici où il a conçu cet hôtel du Sacré-Cœur. Peintre, sculpteur et concepteur de mobilier liturgique, Duilio Donzelli est à l'origine de nombreuses œuvres dans la Meuse et dans différentes églises. Un travail qui, aujourd'hui, peut se découvrir à travers l'itinéraire Donzelli, à la rencontre d'un artiste méconnu et pourtant exceptionnel. Il s'est très bien entendu avec les prêtres meusiens, donc il a décoré une quarantaine d'églises dans la Meuse. Donc ce qu'on voit dans le département, ce qui nous reste, c'est effectivement tout son art liturgique. Il faut penser qu'il était d'origine italienne, donc il avait une culture religieuse, il a été imprégné de culture religieuse et il connaissait très bien son sujet sans être lui-même croyant, puisqu'il était plutôt anarchiste et agnostique. Ici, la particularité du style qu'il utilise, c'est la fausse mosaïque qu'on retrouve à la fois en encadrement autour des panneaux et aussi dans la partie haute de l'œuvre avec des touches de couleur, l'usage de dorures mais de 3 tonalités de doré. L'effet mosaïque, les anges ou encore la composition, cette fresque n'est pas sans rappeler le style byzantin. 12 apôtres en procession, des particularités qui se retrouvent ici aussi à Belleville-sur-Meuse. L'itinéraire Donzelli, 40 églises à travers le département, mais aussi des œuvres sculptées comme ce monument aux morts à la Croix-sur-Meuse. Un artiste accompli aux multiples talents, dont le travail aura su redonner des couleurs à un patrimoine détruit pendant la guerre.